Eh bien, on va du coup commencer cette leçon. Merci encore d'être présents si nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai introduit un sujet qui n'est pas forcément dans la ligne directe de ce qu'on présente quand on parle de technologie quantique. Et je l'ai fait à dessein pour deux raisons. Parce que j'ai parlé de décohérence avec vous, mais j'ai parlé de certains types de décohérence et les vibrations en constituent une intéressante. Et par ailleurs, parce que vous le verrez au cours de ce cours, on est en train de prendre un contrôle sur les vibrations mécaniques extrêmes qui nous amènent dans le régime quantique. Et même si les applications ne sont pas encore évidentes aujourd'hui pour le calcul quantique, par exemple, ou pour les capteurs quantiques de ce genre de système, on est en train de développer vraiment des outils qui nous emmènent vers l'utilisation des vibrations comme vecteurs de l'information quantique. Et je commenterai à la fin de ce cours pourquoi je trouve ce vecteur très intéressant, particulièrement intéressant à maîtriser. Et donc l'exposé aujourd'hui, c'est vibrations et technologie quantique, avec un peu derrière la question les vibrations, sources de décohérence, ou système quantique contrôlé. Alors, je vous ai déjà parlé de vibrations. La semaine dernière, je vous ai expliqué qu'on utilisait le mouvement des ions dans un piège qu'on voyait osciller pour intriquer deux ions. Donc, c'était un exemple déjà extrême de contrôle des vibrations et de leur utilisation pour réaliser des portes logiques. Donc, on est vraiment déjà dans le contrôle des systèmes. Malgré tout, on était dans une situation où on parle d'objets de taille infinitésimale, des atomes, dans un piège. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut gagner ce genre de contrôle sur des objets de taille bien plus importante, bien plus massive. On a vu aussi également, lors du séminaire de Audrey Bienfait, c'était à la semaine numéro 4, quatrième leçon, qu'il était possible de coupler un qubit supraconducteur avec une onde acoustique et de générer des quantums de cette onde acoustique et de les contrôler. Donc là aussi, un énorme contrôle sur les systèmes, mais on se rapproche du système, du régime dans lequel qui m'intéresse aujourd'hui. Tout ça est très positif. Ce que je n'ai pas expliqué quand je vous ai présenté les sources de photons uniques, à la leçon numéro 4, c'est que dès qu'on passe à des systèmes quantiques qui génèrent de la lumière, mais qui ne sont pas des systèmes d'atomes purs, atomes ou ions piégés, qu'on passe à des systèmes artificiels, basés sur des matériaux semi-conducteurs, par exemple. Donc, je pris ici l'image que je vous avais montrée de... Alors, attendez, je prends le pointeur. Ici, c'est des sources à base de boîtes quantiques semi-conductrices, donc ces petits amas de taille nanométrique de matériaux semi-conducteurs que j'ai redessiné ici. Ce que je n'ai pas mentionné, je l'ai gardé pour aujourd'hui, c'est que ces systèmes vibrent. Nous avons ce que nous avons dans ces matériaux-là, des vibrations. On a des milliards d'atomes qui vibrent et qui vont interagir avec l'électron sur lequel on encode l'information. Et donc là, le phonon, la vibration est une source de décohérence. Alors comment est-ce qu'on passe d'un système qui va être une source de décohérence à un système qu'on va pouvoir contrôler ? Je reviens sur des choses qu'on a un petit peu vues ensemble. Eh bien, en fait, la perte de cohérence, elle va venir quand votre système, par exemple mon qubit, mon système à deux niveaux, va être couplé à un continuum d'états. C'est ce que nous avions vu quand nous avions décrit, lorsque j'ai présenté les sources de photons uniques, quand on a décrit la règle d'or de Fermi. Quand vous avez un état discret, votre qubit, couplé à un continuum de mode, vous perdez l'information de manière irréversible. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un continuum de mode ? C'est typiquement cet amas d'atomes semi-conducteurs qui vibrent de manière incontrôlée. Là, on a toutes les modes de vibration possibles, et là, je perds de l'information, et donc c'est de la décohérence. Qu'est-ce que c'est un système qu'on va contrôler quantiquement ? Eh bien, on va contrôler ce nombre d'états. On va réduire le nombre d'états pour arriver à un nombre d'états fini qu'on va être capable de contrôler optiquement, comme je vais vous le montrer. Donc là, je reprends l'exemple des atomes, des ions qu'on était capable de coupler dans leur piège, et on a montré comment refroidir le système et ensuite exciter un seul mouvement mécanique. Donc là, c'est un contrôle extrême. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on peut créer des résonateurs mécaniques. Enfin, on va pouvoir sculpter les modes mécaniques présents autour d'un émetteur quantique, supprimer la présence de ces modes mécaniques pour augmenter la cohérence, par exemple. Donc là, à droite, ce petit dessin-là, on le verra ensemble, c'est un résonateur mécanique. En fait, c'est même un anti-résonateur. On est en train d'empêcher l'existence de modes mécaniques. Et en fait, on rentre progressivement dans la gamme des systèmes qu'on appelle les résonateurs optomécaniques, où les propriétés mécaniques sont couplées aux propriétés optiques. Et là, on ouvre un terrain de jeu magnifique où on va pouvoir utiliser la lumière pour mesurer et contrôler les vibrations.
Et à la fin, vous le verrez à la fin de l'exposé de mon cours, utiliser ce système pour contrôler des quantums d'énergie de systèmes qui font des milliards de milliards d'atomes, qui sont des objets qui ont des tailles mésoscopiques, macroscopiques. Alors le plan pour notre leçon du jour, c'est d'abord vibration et décohérence. Du coup, je vais introduire un petit peu la notion de phonon dans les solides, très très succinctement. Ensuite, comment on prend le contrôle des vibrations. Donc là, je vais introduire les systèmes optomécaniques, comment avec l'interaction entre le mouvement et la lumière, on va pouvoir contrôler le mouvement de système. Et ensuite, je vais venir à une illustration qui est pour l'instant, je dirais encore du domaine du classique, même si c'est du classique ultime, parce qu'on est en train vraiment de manipuler des objets de taille micrométrique et avec un contrôle ultime, pour faire tout un tas de capteurs. Je prendrai simplement 2 exemples, il y en a vraiment une myriade. Et je vais profiter, alors sur les 8 semaines qu'on passe ensemble, et je viens de la physique des semi-conducteurs, je viens de la nanotechnologie, je vais prendre quelques 20 minutes pour vous parler de nanofabrication, parce que je vous présente depuis le début des objets, et je veux quand même vous expliquer un petit peu comment on les fabrique, donc quelques éléments de nanofabrication. Et ensuite, on arrivera dans le régime quantique, on aura rassemblé toutes les briques de base pour discuter de comment on arrive dans le régime quantique, comment on peut refroidir un résonateur mécanique dans le régime quantique, et commencer à envisager de l'utiliser comme un vecteur de l'information quantique. Et puis pour terminer l'après-midi, nous aurons le séminaire du professeur Marcus Alspelmayer, qui est un grand spécialiste au niveau international de ces contrôles quantiques d'objets mécaniques, et qui va vous montrer son chemin vers l'utilisation de ces systèmes et maintenant l'utilisation de ces concepts pour tester la gravité quantique. Et j'ai choisi cette illustration dans cette chaire d'innovation technologique. Ça peut paraître un peu étonnant de terminer avec un séminaire aussi fondamental, et c'est à dessein. Je veux souligner par cela le fait que toutes ces technologies quantiques que nous développons ont des applications concrètes, calcul quantique, communication, etc., mais contribuent à pousser la science plus loin. Alors, vibration et décohérence. Alors, revenons sur cette diapositive que je vous avais montrée il y a 3 semaines pour expliquer comment on pouvait faire une source de photons unique et de photons intriqués. Donc, il s'agit de prendre un atome, soit de l'isoler comme c'est montré ici à gauche. Alors, je ne vais pas revenir sur ce système-là parce qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière, le piégeage des atomes. J'ai même discuté la semaine dernière du bruit qui restait. Même dans ce piège, l'atome continue à bouger et ça va être source de décohérence. Je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais passer un petit peu de temps sur cette deuxième catégorie d'émetteurs qui sont tous les atomes artificiels. Donc, on a vu lors du premier séminaire le centre NV dans le diamant, ce défaut dans le diamant qui émet des photons uniques et qui est aussi un capteur magnétique. Ici, ce sont les boîtes quantiques semi-conductrices. Vous avez tout un tas de défauts, par exemple des états spéciaux dans des nanotubes de carbone, dans des matériaux bidimensionnels, etc., etc. Tous ces systèmes ont en commun de pouvoir émettre des photons un par un, même d'avoir un photon émis intriqué avec un spin dans leur système, mais d'être couplés au phonon. Et si je reviens sur une des grandes contraintes de la génération de photons pour les technologies quantiques, j'avais expliqué qu'il nous faut des états quantiques purs de la lumière. Un état à un photon, ce n'est pas un état à un photon à une fréquence donnée, c'est une impulsion qui contient un seul photon. Et cette impulsion est donc bâtie sur un continuum de fréquences. Et donc l'état à un photon est construit sur cette somme de photons, d'états à un photon d'une fréquence particulière de population totale 1. Et on avait vu ensemble que pour avoir des états utilisables pour les technologies quantiques, il fallait que ces photons soient émis dans un état pur. Et on avait vu ensemble qu'un état pur est un état qui ne résiste pas à tout ce qui est interaction avec un environnement incontrôlé, la décohérence. Et donc j'avais dit à ce moment-là, il ne faut pas qu'il y ait de la décohérence pendant l'émission. Et j'avais bien gentiment tu le fait que pendant que l'atome émet un photon et qu'il est dans un système à l'état solide, il est soumis aux vibrations. Et donc, il y a une interaction entre le système à 2 niveaux et les vibrations de l'environnement qui va créer de la décohérence. Et la question, c'est d'abord comment se manifeste cette décohérence, comment on la mesure, comment on la voit, et ensuite comment on peut s'en affranchir. Là, j'ai repris les composants que je vous ai montrés, où on a mis une boîte quantique dans une cavité. Tout ça, c'est fait de matériaux semi-conducteurs, avec des cristaux atomiques, des atomes bien arrangés, bien ordonnés, qui vont vibrer. Alors, un mot sur ces phonons, ces ondes de la matière qui apparaissent notamment dans ces solides qui ont une structure cristalline. On peut faire un modèle très très simple pour avoir une idée de à quoi ça ressemble en considérant une chaîne d'atomes comme cela,
qui sont tous connectés les uns aux autres avec un petit ressort, pour comprendre un petit peu la mécanique de ces systèmes. Et on peut écrire l'hamiltonien d'une chaîne comme ça d'atomes connectés les uns aux autres, donc comme la somme sur n atomes de l'énergie cinétique de chacun de ces atomes, donc pi carré sur 2m. Et puis ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit en fait un terme qui correspond à un ressort, 1 demi k oméga carré, un ressort qui lie les atomes, qu'on a écrit déjà sous la forme 1 demi de m oméga 2, et la distance va définir la raideur du ressort qui lie les atomes. Alors pour transformer cet hamiltonien, on va faire en fait ce qu'on appelle quelque chose qui ressemble à une transformée de Fourier quantique, avec l'idée qu'on a en fait une symétrie du système qu'on va exploiter, il y a une périodicité dans le système, et donc on va passer en coordonnées qu'on appelle normales, qui vont être une espèce, vous voyez, une espèce de transformée de Fourier des positions xi, et les moments conjugués de la même façon. Alors, de manière symétrique, on peut exprimer les xi en fonction des ki et les pi en fonction des pi. Et quand on fait ça, eh bien, en fait, on peut, alors je ne fais pas le calcul, ce n'est pas l'intérêt du cours d'aujourd'hui, mais on aboutit ici à un hamiltonien qui a cette forme. Alors, ça ressemble à l'hamiltonien d'oscillateur harmonique qu'on a vu ensemble. Il y a des petites nuances, c'est pi k, pi moins k, parce que les opérateurs qu'on a introduits ici ne sont pas hermitiens. Malgré tout, en fait, de point de vue algébrique, tout fonctionne comme si on avait un oscillateur harmonique, une somme d'oscillateurs harmoniques de fréquence oméga k ici. Et donc on peut se ramener avec le formalisme qu'on a bien maîtrisé maintenant. On peut introduire les opérateurs d'annihilation et de création qui sont associés aux variables conjuguées Q et pi ici, qui vont donc décrire la création ou la destruction, l'annihilation d'un quantum d'énergie mécanique. Et on peut écrire notre hamiltonien sous une forme absolument standard qui va être somme sur k, h bar oméga k, a croix a plus 1,5. C'est exactement l'oscillateur harmonique de fréquence oméga k. Et les niveaux d'énergie, on les connaît, ça va être des h bar oméga, n plus 1,5, où n est l'occupation, le nombre de quantum d'énergie dans cet état d'énergie donné. Alors ce que j'ai aussi pas détaillé ici, c'est que quand on fait ce calcul-là, on va prendre une chaîne finie avec un grand nombre avec n atomes et on va quantifier, en fait, on va avoir des valeurs discrètes pour k. Mais si on passe à la limite des grands nombres, eh bien on peut en fait montrer qu'on a une dépendance entre la fréquence oméga k ici de ces oscillateurs harmoniques et le vecteur k, la variable k qui en fait, j'arrive plus à trouver le mot, enfin un vecteur d'onde, et qui nous donne ce qu'on appelle une relation de dispersion entre la fréquence et l'impulsion, si vous voulez, de l'onde en question qui va être indexée par k. Alors ici, ça fait un calcul très simple parce que j'ai pris une chaîne toute simple qui a une dimension. Dans la vraie vie, évidemment, on ne joue pas avec des chaînes à une dimension, on va avoir des systèmes à 3 dimensions. Puis en général, dans les cristaux, on ne va pas avoir un type d'atome, mais on va avoir plusieurs types d'atomes qui sont organisés selon un cristal. Donc tout devient beaucoup plus compliqué. Mais on peut quand même sortir quelques tendances générales. Donc on va avoir, au lieu d'avoir simplement une courbe en sinus entre la fréquence et k, eh bien, on va avoir des relations de dispersion qui vont faire apparaître des branches qui apparaissent toujours, des branches qu'on appelle acoustiques et des branches qu'on appelle optiques. Alors, pour illustrer la différence entre ce type de vibration, je prends ici un cristal qui va être formé de 2 atomes, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le temps le même atome qui se répète, mais on va avoir 2 atomes de nature différente, comme c'est dans les matériaux 3,5 par exemple, arsenure de gallium. On va avoir un atome de gallium, un atome d'arsenic, et ainsi de suite. Eh bien, les ondes acoustiques, c'est quand le couple d'un atome et de l'autre vont bouger dans la même direction. Alors que les phonons optiques, c'est quand les 2 atomes de la maille élémentaire qui constituent le cristal, qui sont de nature différente, vont vibrer en opposition. Donc ça, c'est ce qui est dessiné sur ce petit schéma. Une petite animation ici. Il y a en plus le fait qu'ils peuvent bouger de manière axiale, mais donc longitudinale selon la chaîne, mais de manière transverse aussi. Donc on a aussi des phonons transverses, des phonons longitudinaux. Et puis maintenant, vous prenez un cristal réel, comme l'arsenure de gallium, qui est le cristal dans lequel on a nos sources de photons uniques actuellement, dans les matériaux que je vous ai montrés. On a tout un tas de directions de symétrie du cristal. Et donc ici, on a tout ce qu'on appelle dans la cristallographie les différents axes de symétrie. Et on va avoir des relations entre la fréquence du phonon et la direction correspondante dans l'espace réciproque du cristal, qui va donner tous ces états d'énergie très compliqués. D'accord ? Donc on a vraiment... Quand je dis un continuum de phonons, on a des continuums de phonons. On a tout un tas de vibrations auxquelles notre système se couple. Alors comment est-ce que ça se manifeste maintenant dans les propriétés d'émission de nos émetteurs ?
Nos émetteurs, on les a regardés d'un point de vue très simplifié. Jusque-là, j'ai pris cet exemple de boîte quantique semi-conductrice et j'avais décrit un système à deux niveaux. J'avais fait l'hypothèse que j'avais un état fondamental, un état excité. Je donnais de l'énergie avec mon laser à mon atome et il me le rendait sous forme de photon unique. Et en fait, quand on regarde le spectre d'émission d'un système comme ça, on n'a pas simplement une fréquence ici qui correspond à la fréquence de la transition. En fait, on va avoir, si on trace alors, est-ce que je trace en énergie, donc en fréquence, on va avoir la fréquence de la transition ici qui est vraiment l'arrêt intrinsèque qui correspond à la transition de mon système. Donc mon système à deux niveaux, une fréquence bien définie. Et puis quand on regarde, on voit apparaître, alors c'est très clair sur cette mesure qui est une des premières qui a été faite en fait de la manifestation de l'interaction avec les phonons qui a été mesurée il y a plus de 25 ans. Vous voyez ici à très basse température, on a une raie qui est très propre, très étroite. Et puis au fur et à mesure où on chauffe, eh bien, on voit apparaître, non seulement la raie s'élargit, mais on voit apparaître des émissions de part et d'autre en énergie, de l'émission intrinsèque. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, je vous ai mis pour vous montrer que ça ressemble à quelque chose qu'on a vu ensemble déjà. Alors, pardon, vous voyez ici, on peut décomposer le spectre entre une partie qui est vraiment la partie intrinsèque, qui a en fait une largeur de raie ici qui a une largeur qui est inversement proportionnelle au temps d'émission radiatif. Et puis on voit apparaître, alors en fréquence, on va voir apparaître ici ce qu'on appelle des ailes de phonons, qui correspondent à quoi ? Eh bien, qui correspondent à l'émission de l'état excité vers l'état fondamental plus un phonon, ici. Et donc toute l'énergie ne va pas dans le photon, une partie est donnée au cristal parce que l'atome interagit avec le cristal pendant l'émission. Alors, juste pour vous montrer que ce n'est pas étranger à quelque chose que nous avons déjà vu, la semaine dernière, quand je vous ai montré le spectre d'un ion piégé, je vous avais montré ce genre de spectre, où je vous avais montré ici, c'était la résonance du qubit, et je vous avais montré ici des signaux qui apparaissaient, qui correspondaient au mouvement axial, la vibration axiale ou radiale de l'ion dans le piège. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ici, cette raie, c'est la raie intrinsèque, et ici, c'est une raie, et on les avait vues ensemble avec des transitions bleues et rouges, c'est l'émission d'un photon plus un phonon, ou l'émission d'un photon en absorbant un quantum d'énergie. Donc on est exactement dans la même physique, sauf qu'au lieu d'avoir des raies très pointues ici, moi j'ai un continuum de raies parce que j'ai un continuum d'états. Donc j'ai tous les phonons, tout plein de phonons auxquels mon système va se coupler. Donc vous voyez ici, on a à l'époque exprès chauffé le système à 30 Kelvin pour bien voir la déviation de l'émission par rapport à une émission très propre, intrinsèque, qui aurait une forme lorentzienne, pour faire apparaître ces mécanismes d'émission assistée par phonon. Et on chauffait de plus en plus pour voir la déviation, et on voit qu'on a de plus en plus d'émissions assistées par phonon. Je vais revenir sur ça. Mais je vais aussi vous montrer que ce système que je vous montre ici est parmi les systèmes les moins couplés au phonon. Voici le spectre d'un centre NV dans le diamant. Ce défaut dans le diamant qui a été un des premiers systèmes pour émettre des photons un par un, qu'on avait étudié avec Jean-François Roch lors du premier cours pour utiliser le spin, les propriétés de spin. La raie d'émission intrinsèque, elle est là, et les ailes de phonons représentent tout ce spectre sur 50 nanomètres de large. Donc en fait, l'émission est dominée par la décohérence dans ces matériaux-là. Donc c'est un vrai sujet quand on fabrique des sources de photons uniques et de photons intriqués, c'est de regarder le couplage de nos systèmes aux ondes acoustiques, aux vibrations, parce que ça va poser une limite intrinsèque sur la qualité et la pureté quantique des photons et leur utilisation possible dans des technologies quantiques. Alors pour montrer comment on peut s'affranchir de ce mécanisme, je vais d'abord mettre un petit peu de formalisme en partant à partir de cette courbe théorique qui a été calculée dans cet article de 2017, où avec des collaborateurs théoriciens, on avait modélisé l'émission d'une source de photons unique. Donc, je prends les paramètres des boîtes quantiques que je vous ai présentées pour les sources de photons les plus efficaces. Et on montre ici, donc on a la raie qu'on appelle intrinsèque. Alors, on l'appelle intrinsèque pour dire qu'elle est vraiment intrinsèque, on dit zéro phonon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couplage au phonon. Et puis, sur les fréquences les plus basses, on a émission d'un photon plus d'un phonon.
Et à droite, on a émission d'un photon et absorption, émission d'un photon et absorption d'un photon. Et ce qu'on peut montrer d'un point de vue théorique, c'est que l'indiscernabilité des photons, ou la pureté quantique de l'état qu'on peut générer, si on a une fraction d'émission qui est dans la Ré0 phonon état, l'indiscernabilité qui nous permet, vous vous rappelez, pour faire un ordinateur quantique à base de lumière, il faut interférer les photons sur un cube séparateur pour les intriquer en chemin. Eh bien, cette indiscernabilité, elle va être limitée par état au carré. Donc si vous avez 90% d'émissions dans la Ré0 phonon, ce qui est plutôt un bon chiffre, vous avez une indiscernabilité qui va être aux alentours de 80%, ce qui est très mauvais. Donc on doit se débarrasser de ces mécanismes assistés par phonons. Autre point important, on peut penser dans ce genre de situation qu'il suffit de refroidir plus fort le système. On n'a qu'à refroidir et ça va s'arranger. Eh bien non, parce que les mécanismes que je vous présente ici, effectivement en absorption, pour absorber un phonon, il faut qu'il y ait un phonon. Donc il faut qu'il y ait ce mécanisme d'absorption à un phonon, donc la partie, je dirais, bleue, c'est-à-dire décalée vers les hautes énergies de l'émission, est proportionnelle à la population de phonons. Si vous avez très peu de phonons, ce mécanisme-là va diminuer. Mais l'émission d'un phonon, elle ne dépend pas de la population de phonons seulement, il y a un terme qui est plus 1, qui vient des fluctuations du vide, et c'est l'émission spontanée de phonons. Et donc vous pouvez refroidir autant que vous voulez, ce terme-là va rester. Et donc on va refroidir, bien sûr, pour minimiser l'impact, mais il y a une limite ultime à laquelle vous ne pouvez pas déroger. Et donc cet impact de la fraction d'émission assistée par phonon par rapport à intrinsèque en fonction de la température, par exemple, a été étudié dans cet article de 2016. En réalisant l'expérience que j'ai présentée il y a quelques semaines pour tester qu'un système est qu'un photon est dans un état quantique pur, on avait montré cette expérience où on envoie 2 photons sur un cube séparateur et quand ils se rencontrent, s'ils sont parfaitement indiscernables, ils sortent dans cet état intriqué en chemin où les 2 photons sortent d'un côté et de l'autre, donc 2, 0 plus 0, 2. Et comment on mesure ça? Eh bien, on regardait simplement les coïncidences entre 2 détecteurs ici en sortie du cube séparateur. Si les photons sortent ensemble, il n'y a jamais un clic là et un clic là. On a un clic d'un côté ou de l'autre et jamais des doubles clics. Et donc on regardait la visibilité, donc à quel point cette interférence était importante. Donc on appelle ça une visibilité à 2 photons. Et ce qu'ont mesuré ces expérimentateurs, c'est justement l'indiscernabilité des photons en fonction de la température. Et vous voyez que ça tombe très très vite. Donc c'est cohérent avec ce que je vous ai montré, c'est-à-dire que la fraction d'émission dans les ailes de phonons, il y a une population de plus en plus grande de phonons, et donc les processus sont de plus en plus importants. Et la discernabilité décroît très vite, c'est ce que le modèle décrit également. Et vous voyez ce que je vous montrais, ce que je vous disais qualitativement, qui est ici écrit théoriquement, en dessous d'une certaine température, ça ne change rien, on ne peut rien faire. Et ce qu'on ne voit pas, on dirait que c'est 100%, mais en fait, dans ce modèle-là, il faudrait maintenant qu'on zoome entre cette échelle-là, ici, à basse température. Alors, comment s'en sortir? Eh bien, il y a 2 façons de s'en sortir qui ont été déjà démontrées. Je vous présente la première qui, de fait, est quelque chose que nous faisons déjà. Et on a compris qu'on s'affranchissait de l'interaction avec les phonons, je dirais par surprise. C'était quelque chose qu'on n'avait pas anticipé et qu'on a observé. Et on s'est rendu compte que quand on utilisait une cavité pour collecter les photons, donc vous vous rappelez, pour faire une source de photons unique, on a dit je prends un atome, je lui donne de l'énergie, il émet des photons, mais il émet les photons dans toutes les directions de l'espace. Et si je veux, moi, collecter ce photon, je dois contrôler la façon dont un atome émet la lumière. Et on avait parlé de l'effet Purcell, où on met l'atome entre 2 miroirs. Et en faisant cela, on accélère l'émission de l'atome dans le mode défini par la cavité, et on le force à émettre dans une direction bien donnée. C'est comme ça qu'on a décrit une façon de faire des sources de photons uniques efficaces, qui reposait sur le principe que j'avais pris l'image d'une baignoire, j'ai un quantum d'énergie à émettre et j'ai plusieurs canaux d'émission. Je peux sortir soit par le mode de cavité que moi j'ai défini, soit dans d'autres directions. Mon atome peut encore émettre dans d'autres directions. Et en fait, je suis en train de vider ce quantum d'énergie avec des taux qui vont être très rapides d'un côté et beaucoup plus lents de l'autre. Et donc, ma baignoire va se vider par le trou le plus gros. Et donc, mes photons sortent majoritairement dans le canal où j'ai créé un canal de recombinaison le plus efficace,
en ratio du taux d'émission dans le mode par rapport au taux d'émission total, c'est-à-dire dans le mode et dans les autres directions de l'espace. Et bien quand on fait ça, la bonne surprise, c'est qu'on s'affranchit des problèmes d'ailes de phonons, en tout cas d'émissions avec les phonons. On réduit énormément les processus assistés par phonons. Alors je peux d'abord faire une image très simple. J'accélère l'émission spontanée et ça prend un certain temps d'émettre un phonon. Donc je retire du temps disponible pour le couplage au phonon. Je laisse mon système moins longtemps dans l'état excité et donc il n'a plus le temps d'interagir avec les phonons. C'est la première, je dirais, intuition qu'on peut avoir de ce phénomène. On peut être un peu plus rigoureux et regarder ce qui se passe, parce que quand on avait regardé le contrôle de l'émission spontanée, on avait dit, bon, ok, je mets un atome dans une cavité, on avait fait les équations, on avait montré le calcul qui permet de montrer qu'on va accélérer l'émission spontanée, et on avait dit, il faut plusieurs choses pour que ça fonctionne bien. Il faut que mon émetteur soit au maximum du champ électromagnétique, bon, mais il faut aussi qu'il soit spectralement en résonance avec la fréquence de la cavité. Et l'accélération de l'émission spontanée décroît d'autant plus que ma transition est éloignée de la fréquence de résonance de mon atome. Et finalement, si je regarde ces ailes de phonons, si je simplifie et que je me dis, cette émission assistée par phonon, en fait, je suis en train de prendre des quantums d'énergie qui sont à ces longueurs d'onde-là. Alors en fait, c'est assez large, c'est plutôt plus grand. Eh bien, ici, là, à cette fréquence-là, ma boîte quantique, mon émetteur qui se couple à un phonon va en fait effectivement vouloir émettre un photon à cette fréquence-là et ne sera plus en résonance avec la cavité. Et donc, je ne vais pas accélérer l'émission spontanée si je mets ma cavité ici, en résonance avec l'arrêt zéro phonon. Si on place la cavité ici, eh bien ici, l'arrêt zéro phonon va avoir une accélération de l'émission spontanée très forte, mais cette raie-là, ici, elle va être très loin de la résonance de la cavité et on ne va pas accélérer l'émission spontanée. Et donc, quand on fait le calcul, je repars de mon spectre d'émission. Alors, je n'ai pas commenté tout à l'heure, mais c'est en échelle logarithmique. Donc, on a beaucoup d'émissions dans l'arrêt intrinsèque, mais on a quand même de l'émission assistée par phonon avec émission d'un phonon ou absorption d'un phonon. Je mets maintenant ma cavité en résonance avec l'arrêt zéro phonon. Cette raie-là, ici, va être énormément accélérée. Donc, on va vider l'énergie, si vous voulez, par le canal préférentiel pour l'arrêt zéro phonon. Mais cette partie-là du spectre ne va pas être accélérée de la même façon. Et quand on regarde le spectre qu'on attend, après couplage avec la cavité, il a cette forme-là. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord, et c'est ça qui m'intéresse en premier lieu, qu'on a réduit par plusieurs ordres de grandeur la fraction d'émission avec émission ou absorption de phonons. Donc on a effectivement réduit, mais par des ordres de grandeur, le couplage au phonon. Très efficace pour s'affranchir de la décohérence. Et puis il y a un deuxième effet ici que vous voyez, c'est que j'ai élargi ma transition. Ça, c'est simplement parce que j'ai accéléré l'émission spontanée. J'ai accéléré l'émission spontanée, donc j'ai accéléré l'émission spontanée, donc j'ai élargi ma transition, donc j'ai une largeur de raie qui est plus large parce que j'y mets plus vite. Mon temps de vie est plus court. Et donc le gain est très important ici et il montre qu'on peut vraiment réduire la fraction d'émission dans les phonons. Alors ça, c'est théorique et ça, c'est expérimental. Ça, on a mesuré ça en 2017. On avait ces sources de photons uniques qui nous permettaient d'accorder la fréquence de résonance de la raie intrinsèque, quelle que soit la température, en résonance avec la cavité. Vous avez en pointillé le spectre calculé qu'on attend pour ces émetteurs si on n'a pas de cavité. Et vous voyez ensuite en très plein et la mesure expérimentale qui montre qu'on a vraiment réduit par des ordres de grandeur le couplage au phonon. Et c'est comme ça que, malgré l'interaction de notre émetteur aux vibrations du cristal, on obtient les photons très indiscernables que je vous ai montrés il y a 3 semaines, parce qu'en fait, on leur a retiré la probabilité d'interagir avec les phonons, parce qu'on accélère l'émission spontanée. Quantitativement, on a calculé et mesuré que l'indiscernabilité des photons, en fonction de la température, vous voyez ici la limite ultime qui vient du fait qu'on a une présence, même à 0 température, d'émission dans les ailes de phonons, et vous voyez qu'avec une cavité, on peut monter très haut, et qu'on a une dépendance en température qui est bien plus faible que si on n'accélérait pas l'émission de l'arrêt zéro phonon. Donc ça, c'est la première réponse. Et d'une certaine façon, c'est une réponse qui
qui est importante pour une espèce de leçon un peu évidente. Si vous avez un système quantique à l'état solide, vous avez envie de raccourcir son temps de vie le plus possible pour pas qu'il interagisse avec l'environnement. Il y a d'autres façons d'avoir une émission de photons, de collecter les photons de manière efficace, qui reposerait sur l'idée qu'on enlève tous les modes d'émission possibles sauf un. On appelle ça de faire l'inhibition de l'émission spontanée. On oblige l'émetteur à émettre dans une direction, mais pas parce qu'on l'accélère, mais parce qu'on tue toutes les autres possibilités. En ce faisant, on allonge le temps de vie de l'émetteur, et c'est une catastrophe pour le couplage au phonon. On augmente la décohérence. Donc accélérer, c'est vraiment, je dirais, une recette simple. Accélérer l'émission pour les qubits à l'état solide, c'est une façon de s'affranchir de la décohérence. La deuxième façon d'adresser le problème, c'est ce qui est présenté ici, c'est cette petite image que je vous avais montrée, c'est de créer une structure. Donc là, vous avez un autre émetteur quantique qui a un défaut dans le diamant, donc c'est un défaut silicon vacancy, sur une vacance de silicium dans le diamant, et qui est un émetteur de photons unique aussi, qui est étudié aussi pour faire des ordinateurs quantiques, etc. Eh bien, les chercheurs, dans cet article très récent, vous voyez, ont placé cet émetteur dans une structure qui a une forme périodique comme cela, sur lesquels ils ont présenté ici les niveaux d'énergie acoustique, les états acoustiques. Je vous ai montré les structures de bande tout à l'heure des phonons dans l'arsenure de gallium. Eh bien, ils tracent ici les mêmes niveaux d'énergie, sauf que d'un seul coup, vous voyez ici, il y a toute une zone où il n'y a pas d'état vibrationnel, à une fréquence donnée de 60 GHz. Alors, cette courbe ici, elle devrait vous faire penser à quelque chose. Alors, je vous montre à quoi elle peut vous faire penser, parce qu'en fait, ici, qu'est-ce qu'on voit? On a un empilement périodique de petits motifs qui font en fait un miroir très efficace. On a vu ensemble les miroirs interférentiels il y a quelques semaines. Je vous ai présenté comment, en empilant des couches de matériaux d'indices optiques différents, on pouvait avoir des miroirs extrêmement efficaces, simplement parce qu'on a des interférences constructives pour l'onde réfléchie et destructives par l'onde qui est transmise à chaque interface entre les deux matériaux. Et j'avais tracé ici cette réflectivité en fonction de la fréquence. Ces miroirs sont des très bons miroirs pendant une gamme de fréquences ici. Ça, c'est quelque chose que j'ai montré il y a quelques semaines. Je le tourne de 90 degrés, et c'est exactement la même histoire que ce que je vous ai présenté au slide, à la diapositive d'avant. Qu'est-ce que c'est qu'un miroir? C'est simplement une structure qui vous empêche la lumière de pénétrer dans un matériau. Donc il n'y a pas d'état possible pour la lumière dans ce matériau. C'est une bande interdite photonique. Et ce que je vous montre ici, c'est exactement la même chose. Vous voyez cette courbe en bleu ici, c'est exactement la même chose. Ils ont fabriqué un miroir pour les phonons. Il n'y a pas d'état possible. Bon. Il n'y a pas d'état possible. Est-ce que j'ai réduit un grand nombre d'états? Est-ce que ça va modifier la façon dont mon émetteur quantique se couple au phonon? Eh bien, ces chercheurs ont montré que oui. Et c'est une très belle expérience que je vous montre ici, où ils ont donc ce défaut silicon vacancy. Donc on a un défaut de carbone qui est remplacé par un atome de silicium interstitiel ici. Et ils nous montrent ici une structure d'état très simplifiée où ils considèrent 3 états. Alors l'expérience fonctionne de la manière suivante. Ils ont un laser qui est entre l'état 1 et l'état 3 qui est allumé dans cette phase ici d'initialisation. Alors que se passe-t-il? On emmène l'atome, le système, de l'état 1 vers l'état 3, et de l'état 3, il va réémettre un photon pour descendre soit vers l'état 2, soit vers l'état 1. Mon laser étant allumé, s'il est dans l'état 1, mon laser le ramène dans l'état 3, et il va retomber soit dans l'état 2, soit dans l'état 1. Et à chaque étape, il y a une probabilité qu'il arrive dans l'état 2. Et une fois qu'il est dans l'état 2, rien ne se passe, parce que dans l'état 2, mon laser n'interagit pas avec l'émetteur. Donc ils font une phase ici d'initialisation où ils mettent leur système dans l'état quantique 2. C'est ce qu'on appelle du pompage optique. Et puis ensuite, ils nous expliquent ici que dans cet état quantique 2, eh bien, il peut émettre des phonons, le système, en couple, parce que c'est la bonne fréquence, la différence d'énergie entre les deux états correspond à l'énergie d'un phonon. Et ils disent, eh bien, en fait, petit à petit, mon système va avoir une probabilité de passer de l'état 2 vers l'état 1 en émettant un phonon. Et donc, dans ce cas, mon signal va revenir. Et donc ici, vous voyez ce qu'on appelle le recovery. On retrouve la restitution de la population en fonction du temps. Donc à T0, tout l'état est dans l'état 2, tout le système est dans l'état 2.
Et petit à petit, le signal se rallume, le laser donne à nouveau du signal qui montre que notre système est en train de passer dans l'état 1. Donc ils font ça pour le défaut dans un matériau massif, bulk, ça veut dire qu'on n'a pas fait de petits miroirs à phonons, on a pris juste le cristal de diamant, et ils mesurent un temps de restitution de la population de 34 nanosecondes. C'est le temps caractéristique que les phonons, via les phonons, ils passent de l'état 2 vers l'état 1. Et ensuite, ils refont la même mesure, mais en mettant leur émetteur dans ce petit cristal que je vous ai montré. Et pour faire une expérience témoin, pour montrer que ce n'est pas un problème de modification due à la technologie, etc., ils font aussi une expérience où ils font juste ce qu'on appelle une nanopoutre, où ils mettent l'émetteur dans cette nanopoutre. Dans cette nanopoutre, il n'y a pas la structure de miroir qui fait qu'il n'y a pas d'état phononique. Et donc ils montrent que dans la nanopoutre, eh bien, en fait, le temps de restitution est à peu près le même, c'est-à-dire que dans la nanopoutre, le couplage aux vibrations est à peu près le même. Mais s'ils se mettent dans ce qu'on appelle le cristal phononique, d'un seul coup, vous voyez que ce temps de restitution est beaucoup plus lent. On est passé à des centaines de nanosecondes. Et donc vous voyez ici, ils montrent que dans toute la gamme des fréquences dans lesquelles ils ont retiré la possibilité d'émettre des phonons, ils ont augmenté le temps d'interaction d'un facteur de plus d'un ordre de grandeur entre l'émetteur quantique et le phonon. Et donc ça, c'est une très belle façon aussi de s'affranchir de l'interaction entre un qubit et les vibrations qui l'environnent. Voilà, donc là c'était pour vous donner une idée de comment, dans cette première partie, la décohérence assistée par phonons joue un rôle absolument primordial pour tout ce qui est qubit à l'état solide. Et en fait, là je vous ai montré des qubits qui émettent de la lumière, mais c'est vrai pour tous les qubits. Et qu'il y a des façons de s'en affranchir en contrôlant la densité d'état de phonons ou en accélérant simplement l'émission spontanée pour empêcher l'émetteur d'avoir le temps d'interagir avec l'environnement. Et si j'avais à parier, je pense que nous aurons besoin de toutes les pistes pour à la fin avoir des cohérences extrêmement grandes pour nos systèmes à l'état solide. Maintenant, dans la deuxième partie, je veux parler donc d'un système, de tous ces systèmes qui ont pour objectif de contrôler très fortement tout ce qui est vibration mécanique avec des moyens optiques. C'est ce qu'on appelle des résonateurs optomécaniques. Alors, et qui vont bien au-delà, qui sont en fait de la même catégorie que cette petite poutre structurée que je vous ai montrée. C'est le même genre de système. Mais vous allez voir, maintenant, on va voir comment ces systèmes peuvent se coupler à la lumière et comment on peut les contrôler avec des lasers. Je vais commencer par cet article assez fondateur du domaine, qui est un article de Arthur Ashkin de 1970, qui est un des auteurs qui a eu le prix Nobel en 2018, à l'origine, un scientifique qui est à l'origine de toutes les technologies de piégeage optique. Alors, on avait vu ensemble la semaine dernière comment on peut piéger un atome dans une pince dipolaire. Et cette semaine, je vous montre en fait un autre article qu'il a écrit avant, où il a montré une très belle idée et très simple, comment avec une petite particule diélectrique, on peut aussi avoir un piège avec la lumière. Et le dessin que j'ai pris ici, qui vient de sa leçon Nobel, illustre ça très joliment. Alors, imaginons une petite sphère de diélectrique. Qu'est-ce que ça veut dire de diélectrique? D'un indice optique différent de 1. Donc, indice optique 1, 1,5, 2, etc. Et imaginons ici qu'on envoie sur cette sphère un laser. Alors, un faisceau laser, quand on le focalise, il n'a pas une intensité uniforme, on va avoir une forme gaussienne de l'intensité. Maintenant, regardons ponctuellement un rayon qui arrive de cette partie-là du faisceau, qui arrive sur cette petite sphère diélectrique, horizontalement, comme cela, par réfraction à l'interface entre l'air et le matériau diélectrique, on va avoir une réfraction du rayon qui va encore ensuite être réfracté à la sortie. Donc un angle inférieur en passant de l'air vers le matériau et un angle supérieur en passant du matériau vers l'air ici. Que se passe-t-il ici? Eh bien, à la traversée de cette sphère diélectrique, votre photon, votre lumière, a changé de vecteur d'onde. C'était vecteur d'onde que je cherchais tout à l'heure, que je ne trouvais pas pour K. Vecteur d'onde. Cette lumière a changé de vecteur d'onde. Et vous voyez que par conservation de l'énergie et des vecteurs d'onde, ça veut dire que finalement, la particule, elle, a pris une impulsion qui vient de la différence entre le rayon de sortie et le rayon d'entrée. Donc effectivement, on a appliqué une force, écrite ici FA, qui emmène la particule vers le haut. Si maintenant je considère le rayon qui est ici, qui vient de cette partie-là du faisceau, qui arrive de l'autre côté de la sphère, va avoir une réfraction dans l'autre sens.
Et donc la différence de vecteur d'onde entre le faisceau d'entrée et le faisceau de sortie va être dans l'autre direction cette fois-ci. Et donc ça veut dire qu'on exerce sur la particule une force dans l'autre direction. Mais l'intensité étant plus grande ici que là, la force dans cette direction-là est plus forte que dans celle-là. Et donc on ramène la particule vers la partie intense du champ électromagnétique. Et donc vous voyez, c'est une première interaction entre un système qui bouge, quelque chose qu'on veut piéger, une nanoparticule, et la lumière. Et la lumière va agir sur le mouvement de la particule. Alors dans cet exemple-là, c'est simplement la lumière, et comme ce qu'on avait vu pour les atomes, c'est simplement la lumière qui va contrôler le mouvement d'une nanoparticule. On n'a pas de ce qu'on appelle de rétroaction, c'est-à-dire que dans cette image-là, la particule ne change pas l'état de la lumière. Prenons un exemple un petit peu plus sophistiqué ou un peu plus raccordé à des systèmes physiques existants. Si je prends un miroir, par exemple, suspendu par le haut, comme cela, et que j'envoie un laser dessus. Alors, pour exactement les mêmes raisons qu'on a vues, le laser va ici transférer une impulsion au miroir qui va le pousser, l'éloigner de sa position initiale. Et ce faisant, le champ réfléchi par le laser, parce que cette fois-ci, l'élément que je déplace est un élément optique, le champ réfléchi ici va revenir dans l'autre direction. Il va y avoir une interférence entre le champ incident et le champ réfléchi. Et l'interférence qui va avoir lieu entre les deux champs, eh bien, en fait, va donner lieu à des interférences qui vont être modifiées par cette petite quantité de déplacement qui modifie la phase entre le champ incident et le champ réfléchi. On va avoir un changement de phase entre le laser incident et le laser réfléchi qui va être simplement proportionnel à ce petit déplacement du miroir. Et donc ici, on a une rétroaction, c'est-à-dire que le laser déplace le système mécanique qui, en retour, modifie l'intensité du laser par interférence et par modification de la phase à l'interférence. Et le moyen ultime d'avoir un couplage très important entre un système mécanique qui vibre et la lumière, eh bien, c'est de prendre deux miroirs. On retourne sur notre système de cavité optique que nous avions vu quelques semaines. Deux miroirs, et un miroir est couplé à un ressort. Et là, on a le même genre d'effet qu'ici, simplement, on a une amplification de l'effet du miroir sur le champ, puisqu'on a de nombreux allers-retours dans la cavité qui vont donner lieu à de grand nombre d'interférences. Et donc, on amplifie la réponse du système qui vibre sur la lumière. Et donc, ce petit dessin-là, ce petit schéma-là, où on a deux miroirs, un est accroché à un ressort pour montrer qu'il y en a un qui bouge, je dirais c'est le système modèle de ce qu'on appelle des systèmes optomécaniques, c'est-à-dire des systèmes optiques et mécaniques couplés. Et nous allons les décrire un petit peu mieux. Mais avant ça, je veux faire une petite parenthèse sur le fait qu'il y a une grande diversité de systèmes optomécaniques. Alors j'ai pris ici à gauche une animation que j'ai trouvée sur Wikipédia de l'interféromètre Virgo qui permet de détecter les ondes gravitationnelles. C'est un exemple magnifique d'un système optomécanique où les vibrations, donc ici c'est une collision de trous noirs, déplacent par des ondes gravitationnelles les miroirs d'un interféromètre et ils vont donner une réponse ici en retour sur la lumière qu'on va lire. Ici, vous avez des miroirs qui font plusieurs dizaines de kilos et dont on utilise les vibrations pour mesurer et l'interférence avec la lumière, leur rôle sur les interférences lumineuses pour détecter des phénomènes extrêmement difficiles à détecter. Donc ça, c'est un système optomécanique dont on reparlera lors du colloquium le 16 avril, où on peut introduire en plus de la lumière quantique pour augmenter la sensibilité. Mais ici, à droite, je vous mets une espèce de frise de tous les systèmes optomécaniques qui sont étudiés dans le monde. Vous partez ici de miroirs, alors ici plusieurs kilos, ici plusieurs grammes. Je vais vous présenter ici des systèmes qui sont étudiés dans une équipe du Centre de Paris qui font dans la dizaine de femtogrammes, 10-15 grammes, jusqu'à l'atome unique qu'on a vu la semaine dernière qui est de l'ordre de 10-21 grammes. Vous voyez, tout ça, c'est des systèmes optomécaniques. Il y a des traits communs entre ces différents systèmes que nous allons regarder ensemble. Et donc, on va décrire d'abord le système optique, puis le système mécanique. Alors, commençons avec le système optique, c'est le plus simple. En fait, c'est quelque chose qu'on voit, je pense, en terminale ou en prépa, l'interféromètre de Fabry-Perot, le résonateur de Fabry-Perot. Deux miroirs qui se font face à face. J'envoie de la lumière.
j'ai une probabilité d'avoir la lumière transmise, puis réfléchie, 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 et enfin transmise. Et puis il peut être juste transmis, transmis, etc. Et donc on peut calculer le champ transmis à partir du champ incident en connaissant les coefficients de réflectivité et de transmission de mes deux miroirs, et puis la distance entre les deux miroirs. Donc on a un déphasage lors d'un aller-retour ici dans la cavité. Alors j'ai fait un dessin avec un angle, mais j'ai mis les équations à incidence normale, parce que le dessin sans angle, c'est compliqué. Et les équations avec un angle, c'est un petit peu casse-pied. Donc voilà, j'ai fait un compromis. À gauche, il y a un angle, mais à droite, les équations, c'est à incidence normale. Le déphasage sur un aller-retour, ici, est simplement donné par le chemin optique, donc 2π sur lambda, et fois 2 fois n, L, l'épaisseur de la cavité. Et donc ça fait un déphasage. Et ensuite, pour calculer le champ transmis, vous allez additionner toutes les possibilités. Transmis, transmis, ça c'est le premier terme. Et puis ensuite, réfléchi 2 fois avant d'être transmis, ça c'est le terme avec m égale 1, etc. Vous avez une série géométrique et vous êtes capable de calculer la transmission du champ transmis en fonction du champ incident, en fonction des paramètres de transmission et de réflectivité et de ce déphasage. Alors, rien de très spécial ici. On peut calculer l'intensité du champ, enfin la transmission en intensité. Là, c'était en amplitude avant. Donc, en prenant le carré du ratio entre le champ transmis et incident, on développe et on voit ici qu'on va avoir une résonance quand phi est un multiple de 2π. Donc, ça va définir une résonance où le champ est piégé dans la cavité. Et quand on trace la transmission, eh bien, on va avoir en fait une transmission qui va prendre une valeur maximale et qui va dépendre en 1 plus f sinus carré du déphasage sur 2. Alors f, ici, c'est un facteur de finesse qui, vous voyez, tend vers l'infini quand les miroirs tendent de réflectivité vers 1. Donc on a quelque chose de très très étroit ici quand les miroirs sont très proches de 1, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait une capacité à piéger très longtemps la lumière entre les deux miroirs. Et je peux tracer la courbe de transmission de ce système, c'est simplement une lorentzienne. Quand je développe au voisinage d'une résonance, et je vais avoir un pic de transmission qui correspond à des multiples de la longueur d'onde entre les deux miroirs. Rien de spécial. Ça, c'est la partie optique. Alors, c'est la partie optique, je vais prendre pendant toute la suite ce modèle très simple de deux miroirs qui font face, parce que c'est ce qu'il y a là où les mathématiques sont les plus simples. Mais dans la vraie vie, la façon de piéger la lumière est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, je vais vous montrer un exemple qu'on va utiliser plusieurs fois pour montrer plusieurs caractéristiques aujourd'hui. C'est des cavités qu'on appelle des cavités microdisques. Une cavité microdisque, vous la voyez ici, c'est un petit champignon qui fait quelques microns de large, quelques centaines de nanomètres d'épaisseur et qui est posé sur un pied. Vu du dessus, alors c'est fait avec des matériaux semi-conducteurs qui a un indice optique élevé de l'ordre de 3. Et vu d'au-dessus, imaginez une onde rasante. En fait, on va avoir une réflexion totale interne tout autour de ce disque. Et donc c'est un piège pour la lumière. Alors on les appelle des modes de galerie. Je peux vous montrer leur cartographie. On peut calculer le champ électromagnétique piégé au voisinage d'un microdisque comme cela. C'est des ondes comme cela qui propagent de manière circulaire à la frontière du disque. Alors on les appelle des modes de galerie. J'aime beaucoup quand même expliquer cela parce qu'ils existent dans d'autres domaines, notamment le domaine acoustique et en particulier dans les églises. Au Moyen-Âge, quand on voulait faire une confession pour des gens qui étaient malades de la peste ou des lépreux, pour que le prêtre puisse faire confession sans s'exposer, eh bien, il y avait la partie arrière de l'église qui a une forme comme ça, circulaire. On mettait le prêtre là, le malade là, et la lumière se propageait contre les murs. Et on pouvait confesser sans mettre en danger la santé du prêtre. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des modes de galerie. Et vous pouvez en faire expérience dans la station de métro Cluny-la-Sorbonne. Ça marche très très bien. Vous pouvez vous mettre d'un côté du mur et parler de l'autre, on entend tout. Donc ces modes de galerie, d'un point de vue optique, c'est un résonateur. Vous voyez, là je vous montre un résonateur qui montre des modes optiques très particuliers. Comment est-ce qu'on va sonder ces modes optiques? Donc dans l'expérience d'avant, il suffit de regarder la transmission. J'envoie un laser sur mon système et je vais regarder la transmission pour voir les pics de résonance de ma cavité. Là, on est sur un système un petit peu plus compliqué, qui est tout petit. Comment est-ce que je vais me coupler à cette lumière qui, en plus, est piégée dans le plan? Et donc, je vous montre cet exemple parce qu'en fait, c'est utilisé dans pratiquement toutes les expériences dans un grand nombre d'expériences d'optomécanique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une fibre optique. Une fibre optique, ça a un cœur en général de l'ordre de quelques microns et une gaine qui va être de l'ordre de centaines de microns. Donc, c'est beaucoup trop gros pour s'approcher d'un objet comme cela. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sur un chalumeau et on va étirer la fibre optique
très 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 fortement jusqu'à ce que son diamètre soit de l'ordre du micron. Et ensuite, on va approcher cette fibre optique au voisinage de cet objet. Et donc la lumière qui va s'approcher par cette fibre du disque va pouvoir entrer dedans, être piégée un certain temps et ressortir. Et donc vous envoyez la lumière ici, vous regardez le laser transmis à la sortie, c'est ce que je vous montre ici sur cette mesure expérimentale, et on voit des creux qui correspondent à la lumière qui est rentrée dans le microdisque et qui s'est propagée. Alors, on a bien ici un système optique avec en fait des temps de piégeage qui sont importants. Une des métriques qu'on regarde, c'est le ratio entre la longueur d'onde et la largeur de la résonance. Ici, on est à des longueurs d'onde de l'ordre du micron et des largeurs de résonance de l'ordre de la dizaine du picomètre. Donc on a vraiment des très beaux résonateurs. Mais c'est également un objet qui va vibrer. Cet objet-là, c'est comme un petit champignon, sa casquette va pouvoir vibrer. Et donc ce système se comporte aussi comme un résonateur mécanique. Alors comment décrire le résonateur mécanique ? Eh bien, je vais prendre cette fois-ci l'autre exemple standard d'un résonateur mécanique. Ça va être une petite masse accrochée à un mur avec un ressort qui va vibrer à une certaine fréquence et qui va avoir un certain taux d'amortissement. Et on va exercer une force sur cette masse. En mécanique classique, comment on décrit la position, par exemple, de ce miroir ici sur l'axe X ? Eh bien, on va avoir le principe fondamental de la dynamique qui va nous dire qu'on a l'accélération va être égale à la somme des forces. Ici, on a la force de rappel du ressort. Et puis ici, on a les termes dissipatifs proportionnels à la vitesse. Un taux d'amortissement, gamma m. Voilà. Alors, on peut faire une transformée de Fourier. Et quand on passe en transformée de Fourier, au lieu de se mettre dans le temps et qu'on se met dans l'espace des fréquences, cette équation, elle devient gentiment linéaire. Et donc, on peut relier la constante de position du miroir à la force exercée par, ici, une fonction qu'on appelle la susceptibilité mécanique. Vous prenez juste cette équation-là et vous montrez simplement que c'est une forme qui a une forme lorentzienne, ici, quand on met le module au carré, qui vient simplement de la transformée de Fourier de ces termes-là. Donc on va avoir un oméga carré à une fréquence oméga, l'amortissement ici fois gamma, et un oméga m au carré ici qui vient de la résonance mécanique. Et donc on a aussi une fonction de réponse pour un oscillateur mécanique qui lui décrit la position de mon système. Alors quels sont les phénomènes physiques qui vont venir amortir ? Qu'est-ce qu'il y a derrière gamma ? Alors regardons ça brièvement. Qu'y a-t-il derrière gamma ? Eh bien, on va avoir des termes qu'on appelle d'anélasticité. En fait, si votre ressort a des petits défauts, il va en fait mal se détendre, il va pouvoir avoir des dislocations et donc amortir la force de rappel. Vous avez aussi les pertes qu'on appelle par ancrage. Le système est accroché à un système qui lui-même dissipe de l'énergie, va pouvoir encaisser de l'énergie, donc on va avoir des pertes simplement parce qu'on a accroché notre système. Ça, c'est une des pertes auxquelles on doit le plus s'attaquer. Si votre environnement comprend un gaz, les particules du gaz vont pouvoir amortir le système, ou un liquide. Dans ce cas, ça pourrait être visqueux. Et puis, on va avoir toutes les techniques de refroidissement optique que nous allons voir ensemble. Donc, j'ai décrit un oscillateur optique, un oscillateur mécanique. Qu'est-ce qui fait que les deux systèmes se couplent ? Eh bien, en fait, c'est assez simple, on l'a vu déjà. Si mon miroir se déplace, je vais changer la fréquence de résonance de ma cavité. Et donc, qu'est-ce qui fait que mon système va se coupler ? Eh bien, simplement, si j'ai deux miroirs, il y en a un qui bouge, eh bien, la fréquence de résonance de la cavité va bouger, donc la réponse optique de mon système va changer. Et on voit en fait ici une illustration de ces phénomènes sur tout un tas de systèmes optomécaniques qui sont étudiés. Donc ça, par exemple, c'est le miroir qui va se déplacer. On va déplacer la fréquence de résonance. Ça ressemble au petit microdisque que je vous ai montré. S'il se met à osciller, on va changer en fait le chemin effectif parcouru par la lumière et on va changer la fréquence de résonance, etc. Et donc, on a beaucoup de termes qui vont coupler la lumière et le mouvement mécanique. On va avoir tout ce qui est de la pression de radiation. Donc ça, c'est tout ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière quand on a parlé des atomes et de l'interaction avec un laser. Il y a la déformation mécanique. Donc si mon petit champignon se déforme, eh bien, il va modifier la résonance optique. Déformation thermique. Et puis on a des termes suivant les matériaux qui vont dépendre, qui vont faire que le matériau va se comprimer en fonction du champ électrique appliqué, le champ électrique de la lumière, proportionnellement ou au carré du champ magnétique, du champ électrique. Voilà. Et donc, avec tout ça, on a tous les outils pour utiliser la lumière pour d'abord mesurer les vibrations et ensuite les contrôler. Donc, commençons par essayer de comprendre comment on va mesurer les modes de vibration mécanique.
Et je vous amène ici à une mesure que nous avons déjà regardée, c'était à la leçon numéro 2, pour mesurer le champ électromagnétique, les quadratures du champ électromagnétique dans le domaine quantique. On avait parlé de détection homodine, où on avait regardé comment analyser un signal que l'on cherche à connaître par rapport à un laser qui sert de référence. Et donc ici, vous avez un interféromètre de Mach-Zehnder, où vous avez un laser qui est coupé en deux sur deux chemins. Sur le chemin du bas, ici, en fait, rien ne se passe. Je le réfléchis et je l'envoie sur une lame semi-transparente à la sortie. Sur le chemin du haut, j'envoie mon laser sur le système optomécanique que je veux mesurer. Et donc, mon système mécanique va imprimer une réponse sur le signal, une réponse optique par couplage entre la lumière et le mouvement mécanique, sur le signal ici que je vais mesurer. Et donc, on a mon signal, que je vais appeler ES de t. J'ai une référence, on appelle ça en anglais local oscillator, qui va avoir une intensité classique assez importante, que j'appelle alpha, et une phase. Bon. Sans rentrer dans le détail de la phase aujourd'hui, on va avoir un laser de référence. Et à la sortie, ici, de ma lame semi-transparente, je vais avoir, en fait, la somme et la différence des deux champs. Simplement parce qu'on va avoir une différence de phase entre les deux chemins. Et donc à la sortie ici, j'ai mon champ E1 ou E2 qui est la somme ES plus ELO ou la différence. Et à la sortie, alors comment le signal mécanique s'imprime sur cette mesure? Alors je reprends mon modèle très simple de Fabry-Perot. J'ai une fonction de réponse entre le champ incident et le champ transmis que j'avais calculé tout à l'heure, qui dépend de la phase. Eh bien, que va-t-il se passer quand mon petit oscillateur ici va bouger? Ça va déplacer la fréquence de résonance. En fait, je vais avoir une modification de mon champ ici signal qui va être modifié par un terme de phase. On a dit que si le miroir se déplaçait, j'ai un déphasage. Et donc, ça va être en dH sur dφ, donc la dérivée de cette fonction ici de transfert entre le champ incident et le champ ici réfléchi, fois delta phi fois le champ incident. Et ici, on peut dire simplement que la modification de phase, elle est directement proportionnelle au petit mouvement de mon miroir. Et le facteur de proportionnalité, ici, je dirais le terme de transformation entre un mouvement mécanique et une phase, est simplement donné dans le cas du Fabry-Perot par 4πn sur lambda, donc très simple. Simplement, qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous dit que le champ incident, c'est un champ moyen, plus quelque chose qui est proportionnel au mouvement de mon oscillateur mécanique. Et maintenant, je vais mesurer le courant du détecteur 1, le courant du détecteur 2. Les courants sont proportionnels à l'intensité de chacun des champs, E1 au carré ou E2 au carré. Et dans une détection homodine qu'on appelle ici équilibrée, eh bien, on va faire la différence des deux courants ici. La différence des deux courants, vous voyez ici, E1 au carré plus E2 au carré, ça va me faire apparaître des termes en ES au carré moins et ELO au carré. Et la seule chose qui va rester, c'est le produit croisé entre le champ de référence, l'oscillateur de référence, et ici, le petit signal qui m'intéresse, la modification du signal qui vient du mouvement mécanique. Et donc, vous avez cette différence de courant qui est directement proportionnelle au mouvement au cours du temps de votre miroir. Voilà, alors j'ai tout dit, mais après il faut rentrer un petit peu dans la partie technique. Comment est-ce qu'on mesure ensuite le mouvement? Eh bien, ce que les gens vont faire, ils vont faire ce qu'on appelle un spectre de bruit. En fait, vous avez votre système qui va vibrer au cours du temps avec plein de fréquences, etc. Vous voulez avoir une information sur ces fréquences de résonance. Ce qu'on va faire, la technique, c'est d'utiliser un spectre de bruit, donc je fais une parenthèse. Un spectre de bruit, ça va être en fait cette fonction où vous avez un signal qui dépend du temps, et vous allez en fait regarder la transformée de Fourier des corrélations entre le signal à un instant donné et le signal à l'instant précédent, à une fréquence oméga ici. Et donc, juste pour vous donner une intuition de ce que ça mesure, quand vous avez un bruit blanc, c'est-à-dire que vous avez des corrélations instantanées très importantes, eh bien, vous avez en fait un spectre de bruit qui est blanc, c'est-à-dire un bruit à toutes les fréquences. Quand vous avez un oscillateur mécanique amorti ou un système qui oscille de manière amortie, donc quelque chose qui oscille à une fréquence oméga m et qui est amorti avec un taux gamma, eh bien ce spectre de bruit vous donne précisément une lorentzienne dont la valeur centrale est centrée sur la fréquence qui vous intéresse de votre résonateur et dont la largeur va vous donner le taux d'amortissement. Et donc vous voyez que ce spectre de bruit va nous permettre d'accéder précisément à la fréquence d'oscillation mécanique et au taux d'amortissement de la fréquence de cette résonance mécanique.
Donc si je reviens à ma petite expérience où je mesure le courant, eh bien on va faire le spectre du courant, le spectre de bruit du courant. Ce courant, il est directement proportionnel, on a dit, au déplacement mécanique de mon système. Et donc je vais avoir mon spectre en courant qui va être proportionnel à la densité spectrale de bruit de mon oscillateur mécanique. Et puis il y a plein de termes qui arrivent parce que vous avez des bruits, bien sûr, techniques. Votre laser, il a un bruit parce qu'il y a un nombre moyen de photons qui fluctue. Votre chaîne de détection, elle a un bruit parce que c'est de l'électronique qui a du bruit. Et donc, en fait, il y a tout un système qui va vous donner finalement une résonance. Vous allez avoir un spectre de bruit qui va vous donner une résonance. Et dans cette résonance, eh bien, il y aura une partie qui va venir d'un background, d'un signal de fond qui sera constant, on espère, qu'on va pouvoir soustraire. Et ensuite, vous aurez cette raie qui vous donne la fréquence de résonance de votre oscillateur mécanique, son amortissement par la largeur de raie, et puis quelque chose de très intéressant, l'air de ce spectre va vous donner la température de votre système, ou d'une autre façon de voir les choses, combien de quantum d'énergie vous avez à cette fréquence-là, combien vous avez de phonons à la fréquence de votre système. Et donc je vous montre ici, toujours avec ces petits microdisques pour faire quelque chose de pédagogique, comment ils font la mesure. Donc je vous ai montré, ils envoient le laser avec une fibre optique, et ensuite, ils interfèrent le signal qui a vu le mode mécanique avec un signal de référence, ici. Et ils font l'analyse de spectre et on voit apparaître ces modes de vibration mécanique qui vous donnent les fréquences mécaniques de ces systèmes. Et qui vous montrent ici, ensuite, en regardant ces fréquences, on est capable d'identifier les différents mouvements qui correspondent à ces systèmes. Voilà. Alors, je vais maintenant passer dans l'application de ce système. Je vois le temps qui passe et je suis un petit peu inquiète. Je crois que j'ai été un peu ambitieuse, donc je vais essayer d'être efficace. Je veux quand même vous donner quelques éléments de nanofabrication. Comment on fabrique ces objets avant de vous montrer comment on fait des capteurs avec. Donc d'abord, on part dans une salle blanche. C'est une salle blanche où on va avoir une atmosphère contrôlée pour enlever toutes les particules de taille micrométrique qui ont la même taille que les objets que vous voulez fabriquer. Donc, c'est-à-dire une ambiance d'air contrôlé, en surpression. Vous venez avec des vêtements qui ne dégagent pas de particules, etc. Ensuite, comment est-ce que vous fabriquez un objet? Eh bien, on va utiliser par exemple la lithographie. Qu'est-ce que c'est que la lithographie? Ça va être un outil qui nous permet de dessiner un objet sur un matériau. Donc là, je pars d'un substrat, un échantillon. Je vais mettre une résine photosensible, c'est un polymère qui est modifié par les propriétés, par une illumination optique. Donc si j'envoie de la lumière sur ce système, eh bien, je vais pouvoir modifier ici les propriétés de la chimie, du polymère. Et ensuite, je vais passer dans un développeur et ça fera un trou là où j'ai envoyé de la lumière. Alors, j'ai dit la lumière, on fait ça avec de l'UV, des ondes UV, ou avec des électrons. Et on va avoir des résolutions, bien sûr, différentes dans un cas ou dans l'autre. On a deux types de techniques pour faire ce genre d'écriture. On va, par exemple, avoir un faisceau d'électrons qu'on va cacher ou ouvrir pour ensuite faire un dessin. Donc, on va déplacer le système sous le faisceau d'électrons et on va ainsi pouvoir écrire un dessin à volonté. Une autre façon de faire, c'est ce qu'on appelle d'utiliser une lithographie à base de masque. On va avoir un masque métallique qui laisse passer la lumière seulement à quelques endroits. Et donc là, vous allez dessiner votre dessin simplement par projection. Donc ça, c'est le premier outil. On va avoir des résolutions très différentes. Suivant qu'on est en lithographie électronique, on va pouvoir faire des objets de la taille de nanomètres, de dizaines de nanomètres avec des électrons de haute énergie. Ou en optique, on va être dans des longueurs d'onde de l'ordre de la moitié du micron. Ensuite, on va en général faire ce qu'on appelle des transferts de masques. On va, en fait, pour sculpter votre matière, vous allez utiliser des masques, soit métalliques, soit diélectriques, pour réaliser ensuite des étapes de gravure qui vont permettre de fabriquer les objets. Et donc, je vous montre ici une façon, par exemple, de déposer du métal. Vous avez ici un lingot d'or, par exemple. Vous envoyez un faisceau d'électrons dessus. Ça va faire chauffer très fortement ici, au-delà de 1000 degrés, votre lingot d'or qui va, par exemple, envoyer de l'or ici. Vous prenez l'échantillon que vous avez préparé avant, vous aviez votre matériau, la résine dans laquelle vous avez fait un trou, et hop, vous déposez de l'or à cet endroit-là. Vous avez déposé de l'or ici, et ensuite vous prenez un solvant pour enlever la résine, et vous avez transféré votre dessin, qui était au départ fait simplement avec un crayon lumineux, si vous voulez, vous le transférez sur un masque métallique. Et puis ensuite, eh bien, la troisième étape, je dirais, ça va être de faire de la gravure. Vous allez vouloir graver votre système. Alors, je prends des exemples très simples. Là, si je veux simplement, à partir de petits ronds que j'avais fait dans ma résine, je veux graver un pilier, je vais prendre une gravure qu'on appelle sèche. On va avoir une machine qui accélère des ions très très fortement et de sorte à attaquer la matière.
ça va faire une gravure qu'on appelle anisotrope, très verticale. Une autre façon de faire, c'est de prendre une solution chimique qui va venir graver aussi, mais elle de manière isotrope. Donc vous voyez ici, sur cette belle image, des petits plots métalliques, et on a gravé en dessous, et donc on se retrouve avec le masque qui est suspendu. Donc là, on a beaucoup moins de contrôle sur la taille des objets. Et juste pour illustrer cette petite parenthèse sur la fabrication, eh bien ici, je vous montre comment on peut fabriquer les microdisques que je vous ai montrés. On part pour cela d'un matériau, d'un empilement de matériaux où on a un substrat d'arsenure de gallium, on a mis une couche riche en aluminium, d'arsenure d'aluminium, et ici on a remis de l'arsenure de gallium. On a fait une lithographie qu'on appelle négative, c'est-à-dire l'inverse de ce que je vous ai montré. Tout à l'heure, je vous ai montré que là où je mettais la lumière, je faisais un trou dans la résine, là c'est l'inverse. Là où je mets la lumière, c'est là où la résine va rester. Et donc j'ai fait un petit disque de résine ici. Ensuite, j'ai fait une gravure chimique. Donc simplement, j'ai mis mon système dans une solution qui grave les deux matériaux que j'ai là, riches en gallium et riches en aluminium de la même façon. Et vous avez déjà l'impression que j'ai fabriqué des petits champignons, sauf que le haut du champignon ici, c'est de la résine. Donc c'est un matériau très mou, c'est un très mauvais résonateur mécanique. Donc on enlève la résine avec un solvant. On a juste ces petits mésas ici. Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une deuxième étape de gravure chimique qui va être sélective, qui ne va graver que le matériau riche en aluminium. Et donc ça va se graver seulement en dessous. Là, on avait des matériaux riches en aluminium, et c'est comme ça qu'on obtient ces petits champignons microscopiques. Voilà. Alors c'est vraiment une des technos les plus simples que je peux vous montrer. Pour fabriquer le système suivant que je vais vous montrer maintenant, les étapes de fabrication sont beaucoup plus nombreuses et plus ardues, je dirais. Je vous montre ici un résonateur optomécanique qui a permis de faire des choses très jolies, très spectaculaires. J'ai trouvé intéressant de prendre cet exemple. Il est construit comme une fermeture éclair. Vous avez deux poutres qui sont couplées. Et d'un point de vue mécanique, on va avoir des modes de vibration, par exemple, où les deux parties de la fermeture éclair vont s'éloigner ou vont vibrer ensemble. Et puis, vous voyez que sur ces deux poutres, on a fait des trous de manière périodique. Et ça doit vous rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les cristaux pour les phonons. Pour contrôler la densité d'état des phonons, bien là, on contrôle les états optiques. Et donc ça fait un cristal qu'on appelle photonique, où on va avoir un état de la lumière qui va se piéger dans ce résonateur ici. Et donc ils ont mesuré les modes optiques de leur système. Donc, avec des techniques analogues, ils approchent une fibre optique étirée et ils vont regarder la transmission. Et on voit dans les pics de transmission qu'on a des modes. Et vous voyez ici, ils ont mesuré à la sortie la distribution du mode. Et on voit qu'il y a un mode optique qui est vraiment sur les deux parties de la fermeture éclair. Et puis un autre qui est séparé, qui a un mode en fait, sur chacun des deux, mais qui a peu de présence du champ électrique au centre. Donc vous voyez que ces deux modes optiques ici, où la lumière est intense là ou pas, vont être sensibles à différents mouvements mécaniques. Là où la poutre se déplace ensemble ou quand elle s'ouvre. Le mode du haut va être très sensible au fait que la fermeture éclair s'ouvre en vibrant. Ici, on voit, sur cet exemple ici, on voit une mesure du transmission d'un de ces modes qu'il nous montre, où on voit en fait que le signal en fait varie énormément. Vous voyez ici, on a des oscillations très importantes autour de la valeur moyenne qui donne la courbe rouge qui est le mode optique. Et ici, sur ce graphe-là, ils se sont mis à une fréquence donnée ici, et on voit les oscillations dans le temps du signal, qui reflètent en fait les mouvements mécaniques du système. Et donc ils font ensuite le spectre de bruit, et on voit toutes ces résonances mécaniques, vous voyez, qui apparaissent, qui sont capables d'identifier, ils savent dire quel mode correspond à cette vibration-là, où les deux parties de la fermeture éclair vibrent ensemble, ou celui où la fermeture éclair vibre séparément. Donc ces modes-là, il est ici en fréquence. Donc vous voyez ici des systèmes extrêmement sensibles, de taille très petite, mais surtout avec une technologie très sophistiquée qui a permis, avant qu'on passe dans le régime quantique, ce que nous allons faire dans 5 minutes, de faire des capteurs dans le monde classique. Et je vous montre ici ce petit capteur de type accéléromètre, pour vous donner un exemple. Vous avez ici la fermeture éclair que je viens de vous montrer, là, qui est couplée à une énorme, alors énorme par rapport à l'objet qui permet de faire la mesure, une masse ici, suspendue, qui va, elle, être très sensible à l'accélération.
Et donc quand cette grosse masse ici va être mise en mouvement et accélérée, eh bien, on va modifier la dépendance, la réponse mécanique de cette petite fermeture éclair ici qu'on va pouvoir mesurer optiquement. Et donc, avec ce genre de système, les chercheurs ont pu mesurer leur sensibilité à l'accélération du système en fonction de la fréquence de l'accélération. Et ils ont montré ici quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils ont montré qu'ils avaient un accéléromètre qui était en fait avait une réponse quasi plate en fréquence, ce qui est quelque chose que vous n'avez pas dans le cadre classique. En général, et c'est ce qui est montré ici dans cette figure en insert, la sensibilité que vous avez, en fait, elle vient, alors c'est écrit ici sur ces équations assez simples, dans la susceptibilité mécanique que je vous ai montrée, ils ont maintenant une susceptibilité qui lie la position à l'accélération de la masse. Et il montre qu'à faible fréquence, en fait, la sensibilité, elle est simplement en 1 sur oméga m carré ici, quand oméga ici tend vers 0. Et donc ça veut dire que la plus petite accélération que vous êtes capable de mesurer, elle est proportionnelle à la fréquence. Et donc vous avez quelque chose qui est quadratique avec la fréquence. Et en fait, ce qui donne beaucoup de limitations, parce que ça veut dire que la vitesse à laquelle vous pouvez mesurer est aussi limitée à la même fréquence. Donc vous avez une sensibilité qui est liée à la réponse temporelle de votre système. Alors que dans ces résonateurs mécaniques, par l'interaction entre la lumière et l'oscillateur mécanique, ils montrent qu'ils peuvent avoir une réponse en fréquence qui est plate. Voilà. Alors, je vais passer, juste vous montrer ici, mais sans rentrer dans le détail. Ça, c'est un autre type de capteur. Vous avez un autre résonateur optique ici qui ressemble au mode de galerie que je vous ai présenté, où la lumière est piégée, qui est couplé à une petite plateforme ici qui est suspendue. Et donc cette petite plateforme suspendue va modifier les propriétés de la lumière qui se propage dans ce guide ici. Et ce qu'ils ont montré dans cet article-là, c'est qu'ils étaient capables de faire de la spectroscopie de masse extrêmement précise en ayant un système qui répond très fortement à la présence d'une petite nanoparticule ici, et donc ils sont capables de mesurer, en fait, ils sont capables de mesurer des masses infiniment faibles ici, vous voyez, de l'ordre de 10-21 kg, petite masse déposée par petite masse déposée sur ce système. Donc vous avez vraiment un monde de capteurs extrêmement sensibles, développés grâce à tous ces résonateurs mécaniques. Mais dans les 20 minutes qui restent, je vais vous montrer qu'on peut maintenant passer dans le régime quantique. Alors, on va d'abord regarder d'un point de vue formel comment ce système se décrit dans le régime quantique, et puis après, je vais vous montrer comment on est capable de générer des quantums d'énergie individuelle de ces résonateurs. Donc, je reprends mon système modèle. On a dit, c'est une cavité optique. Alors, on a vu ensemble une cavité optique. On peut décrire ça comme un mode du champ électromagnétique bien défini. C'est un oscillateur mécanique en mécanique quantique, H bar oméga C, C croix C. Je laisse tomber le plus 1,5 qu'on a d'habitude, ça fait juste un changement des références d'énergie. Et c'est couplé à un oscillateur mécanique. Bon, un oscillateur mécanique, c'est aussi un oscillateur mécanique en mécanique quantique. C'est aussi un H bar oméga M, B croix B. Alors là, je fais le lien qu'on avait déjà fait quand on avait vu l'oscillateur harmonique. Ces opérateurs de création et d'annihilation d'un quantum d'énergie mécanique sont liés à la position X par un terme proportionnel ici, qu'on a déjà vu, H bar sur 2m oméga M, B croix B, B croix plus B. Ça, c'est ce qu'on a défini quand on a fait l'oscillateur mécanique. Tout ça pour vous montrer le lien entre l'oscillateur, la position, et ces opérateurs mécaniques qu'on a déjà introduits. Et puis donc, l'hamiltonien total est très simple, c'est la somme de ces deux oscillateurs. Mais se cache dans cet hamiltonien une interdépendance entre la fréquence d'oscillation optique et la fréquence mécanique. Parce que cette fréquence de la cavité optique, elle dépend de la position de mon miroir, ici. Et donc je peux écrire en faisant un développement limité la fréquence de ma cavité optique comme la fréquence nominale, si vous voulez, plus x fois la sensibilité de mon système, la dérivée de la fréquence par rapport à la position. Et dans une cavité Fabry-Pérot toute simple, c'est simplement oméga sur L, cette proportionnalité. Donc je déplace de delta x sur L par rapport à la fréquence oméga. Et bien quand je fais simplement ce développement limité et que je l'introduis dans cet hamiltonien-là, eh bien je vais faire apparaître un terme d'interaction. Je vais avoir l'hamiltonien H0 avec la fréquence nominale, si vous voulez. Et puis je vais avoir le terme d'interaction ici, qui va faire apparaître x et g. Et x, on a dit que c'était b croix b. Pardon, b croix plus b, la position.
Et donc, on voit ce terme d'interaction qui apparaît, qui fait un lien entre les quantums d'énergie optique, C, et les quantums d'énergie mécanique, au niveau individuel. Et puis, je peux rajouter un laser. Je peux exciter ma cavité avec un laser de fréquence ωL. Ça, c'est le dernier terme que je vais rajouter pour décrire mon système où maintenant, je vais injecter de la lumière pour le mesurer et pour le contrôler. Alors, regardons cet Hamiltonien et faisons quelques petites modifications. Donc d'abord, j'ai un problème parce qu'il dépend du temps, là, j'aime pas ça. Et donc on va faire ce qu'on avait déjà fait quand on avait regardé les équations de bloc optique. On va changer de référentiel, on va se mettre dans le référentiel tournant. Qu'est-ce que ça fait? C'est ce qu'on avait déjà vu quand on avait fait les équations de bloc optique. En plaçant dans le référentiel tournant, au lieu d'avoir un terme h bar oméga c, c croix c, je vais passer en h bar delta, où delta c'est la différence entre l'énergie de ma cavité et celle de mon laser. C'est pour ça que j'ai fait le changement. La partie qui dépend du temps, ici, de mon laser qui excite, va devenir un terme constant. Ça va devenir IH bar, l'amplitude du champ électrique, C plus C croix. Première étape. Deuxième étape, on va faire une simplification où on va dire que j'ai un champ laser qui est très important. C'est une étape qu'on appelle de linéarisation. Sans rentrer dans le détail, on peut simplement écrire C comme un terme constant classique alpha plus un petit quantum d'énergie optique, si vous voulez. Et donc en développant C croix C ici avec ça, on va avoir des termes qui apparaissent. Et alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut choisir alpha, de sorte que l'hamiltonien se simplifie comme cela en termes d'interaction. Il devient très simple, il devient h bar, une constante, B plus B croix, A plus A croix. On a couplé les deux X équivalents, si vous voulez, de la cavité et du champ mécanique. Et puis enfin, alors là c'est plutôt pour les gens qui font des études en physique, je vous montre qu'on peut se mettre dans ce qu'on appelle une représentation d'interaction, où on va en fait faire un changement de variable, où on va faire introduire la dépendance temporelle de A et la dépendance temporelle de B. Et quand on fait ça, on a 4 termes qui apparaissent. Les termes ici, là, les 4 termes BA, B croix A, B A croix et B croix A croix, ont tous des termes de fréquence différents. Voilà. Sans vouloir entrer dans le détail plus que ça, ces termes-là, je vais vous montrer, je les mets en évidence parce qu'il va se passer des choses très différentes. L'hamiltonien va se transformer de manière différente suivant que je mets mon système à une énergie à droite de la résonance de la cavité ou à gauche. Alors prenons le temps de regarder cette courbe ici. Je vous mets ici, dans l'axe des X, des fréquences. D'accord ? À gauche, vous avez la fréquence mécanique. On est dans des fréquences qui sont, je n'ai pas commenté sur les chiffres, mais on est dans des fréquences qui sont de l'ordre du kilohertz, mégahertz, gigahertz, maximum. À droite, j'ai la fréquence de ma cavité optique. Là, on est dans les fréquences optiques, on est dans les centaines de térahertz. D'accord ? Donc l'échelle des fréquences ici, elle est très différente là de là. On a des ordres de grandeur d'écart. Maintenant, je me mets au voisinage de la cavité et je me dis, au lieu de mettre mon laser à résonance, si je le décale vers le bleu. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je prends ici, spécifiquement, je vais faire que le désaccord, la distance entre mon laser et la cavité, c'est exactement la fréquence mécanique. Alors, dans les termes que j'ai mis là-haut, ça fait que delta moins oméga égale 0. Donc, ça veut dire que ces termes-là, ici, sont nuls, ici et là. Et tous les autres, au contraire, c'est des termes qui varient très très vite dans le temps, donc la valeur moyenne est nulle. Donc on peut enlever ces termes-là, ils varient très très vite dans le temps, ça n'intervient pas. Les termes qui nous intéressent, il va rester AB plus A croix B croix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets un laser à cette fréquence oméga L, je vais pouvoir créer un photon à la fréquence de la cavité plus un phonon à la fréquence de l'oscillateur mécanique. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de rajouter un quantum d'énergie dans mon oscillateur mécanique, je l'ai chauffé. J'ai rajouté un quantum d'énergie. Si je me mets de l'autre côté, si je mets mon laser à gauche, donc basse énergie, quand on regarde les termes ici, cette fois c'est delta plus oméga qui est nul. Donc c'est les termes croisés ici, AB croix plus A croix B qui vont apparaître. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit ici que j'ai mis un laser qui a une énergie trop faible pour entrer dans la cavité. Et donc pour entrer dans la cavité, il va prendre un quantum d'énergie mécanique, il va faire disparaître un phonon pour créer un photon à l'énergie de la cavité. Et donc j'ai retiré un quantum d'énergie mécanique. Excusez-moi. Et donc là,
Dans ce cas-là, je vais refroidir mon système mécanique. Et donc vous voyez qu'avec un laser, en le mettant à droite ou à gauche de la résonance, je vais pouvoir chauffer ou refroidir mon système optomécanique. Et une des premières réalisations, si ce n'est la première, a été réalisée dans un groupe du laboratoire Cassel-Bosser à Paris, avec ici le modèle exactement que je vous ai montré au début, un miroir fixe et avec un miroir qui se comportait comme une membrane ici qui pouvait bouger. Donc ils ont mesuré la fréquence mécanique de leur système, donc c'est la courbe en noir, en se mettant à résonance. Et puis ensuite, ils ont déplacé leur laser pour aller vers le bleu, pour exciter le système. Alors, je vous rappelle que je vous ai dit quand on fait ces spectres de bruit, on a l'information sur la fréquence, on a l'information sur l'amortissement de l'oscillateur mécanique, et l'air du système nous donne la température du système, soit le nombre de quantums d'énergie mécanique. Et donc vous voyez en augmentant la puissance du laser, en se décalant vers les fréquences les plus élevées, ils ont créé des quantums d'énergie mécanique, ils excitent leur système. L'air, on est en échelle logarithmique ici, l'air sous la raie augmente et ils ont chauffé le système. En se mettant de l'autre côté, à plus basse énergie, cette fois-ci, vous excitez votre système avec un laser qui a une énergie trop faible. Donc pour qu'il rentre dans la cavité, vous allez prendre de l'énergie au résonateur mécanique. Et vous voyez ici qu'on passe de la courbe noire à ces courbes bleues, où le système perd des quantums d'énergie mécanique et on refroidit extrêmement le système. Vous voyez qu'on commence à arriver dans un régime assez rigolo, où on va pouvoir, avec la lumière, contrôler le nombre de quantums d'énergie mécanique. Passons à la réalisation, je dirais, qui nous intéresse, le régime ultime, le régime quantique. C'est une des démonstrations, ce régime quantique a été atteint dans les années 2010-2011, pour la première fois. Alors c'est un système, ça ressemble un peu à la fermeture éclair, mais on n'a qu'une seule poutre. Et donc cette poutre, elle vibre, elle a des vibrations mécaniques, et puis on a encore toujours cette succession de trous qui constitue toujours un miroir, qui fait une cavité optique, comme je vous l'ai présenté. Et puis ici, il y a quelque chose de très joli que vous voyez, c'est qu'ils ont suspendu leur poutre avec un autre cristal ici, pour réduire les pertes par ancrage, parce que comme la poutre est accrochée au bord, elle est très abortie par les bouts par lesquels elle est tenue. Et donc ils ont créé ce cristal autour pour réduire les pertes par ancrage. Et ce que vous voyez ici, alors que voit-on ici? On voit le système excité du côté bleu ou du côté rouge, donc on peut le chauffer ou le refroidir. Et puis ici, en fait, alors là, dans cette expérience-là, ils utilisent un cryostat pour commencer à refroidir le système. Donc ils commencent par refroidir tout le monde. Et donc ici, en regardant l'air de ce pic, ils peuvent tracer la température de leur oscillateur par rapport à la température qu'ils imposent eux avec leur cryostat. Donc ils refroidissent leur système et ils voient au début que la température de l'oscillateur est exactement celle avec laquelle ils imposent avec leur frigo la température du système. Et puis il arrive un moment ici où ça ne refroidit plus. Ça ne refroidit plus parce que vous avez des pertes thermiques, etc., etc. Eh bien, pour aller dans le régime quantique, maintenant, ils vont utiliser le laser désaccordé vers le rouge pour réduire optiquement le nombre de phonons dans le mode mécanique. Et vous voyez ici, ils vont augmenter le nombre de photons qu'ils vont envoyer dans le système. Et on voit ici le nombre de phonons dans le mode de résonateur mécanique, cette petite poutre qui vibre. Et on voit ici le nombre de phonons qui passe de quelques dizaines ici à moins d'un phonon. Alors, pour mettre en perspective, la semaine dernière, on a vu qu'on était capable de contrôler les mouvements mécaniques de particules élémentaires des atomes. Là, on est en train de contrôler des systèmes macroscopiques, des masses, et les amener dans leur régime quantique. Autre précision importante, l'ensemble du système a une température dans ce cryostat de l'ordre de la dizaine de Kelvin, de quelques Kelvin. La température ici est beaucoup plus basse. Mais c'est la température seulement d'un mode mécanique. Ce n'est pas l'ensemble du système qui refroidit, c'est juste un mode qu'on arrête de vibrer. Celui qu'on a choisi de ralentir, de refroidir avec notre laser. Et puis pour vous montrer maintenant, à partir de ce contrôle ultime, comment on peut commencer à utiliser les phonons comme bus quantique, je vais vous montrer ce résultat qui a en fait été réalisé par notre orateur du séminaire ensuite, en 2016.
où il montre la génération de paires de photons-phonons. Que fait cette expérience? Alors, ils ont toujours, vous voyez, on a toujours un résonateur mécanique et un résonateur optique. Donc là, on a une cavité optique. Et puis, on a un mouvement, des vibrations mécaniques ici, de ces poutres. Et ils ont un laser rouge pour exciter, ou bleu pour créer un quantum d'énergie mécanique, et rouge, donc bleu à droite. Donc je me mets à droite de la résonance optique et je vais créer un phonon plus un photon. Je mets mon laser là, je vais transformer mon photon à une fréquence incidente, à un photon à la fréquence de la cavité, plus un phonon que j'ai créé dans mon système. Et inversement, je vais pouvoir détecter la présence de ce phonon. Si j'ai un phonon dans mon système et que je mets un laser ici, du côté basse fréquence, si au départ il n'y avait aucun phonon dans mon système, je vais pouvoir détecter la présence d'un phonon. Alors, je ne suis pas très claire, je vais être plus claire ici, vous allez voir. Je pars de ma petite poutre et je la refroidis. Alors, dans ce système, ils refroidissent simplement avec le cryostat, avec le frigo. Et ils vont montrer qu'ils ont en fait très peu de phonons. Alors comment est-ce qu'ils vont faire ça? Eh bien, ils vont faire des cycles où ils vont exciter. Alors, ça doit vous rappeler quelque chose, ces petits schémas. Ça ressemble exactement à ce que nous avons décrit pour les ions, les pièges dans les ions. Ici, là, avec cette flèche bleue, j'augmente le quantum d'énergie mécanique. Je passe de plus un phonon, plus un phonon, etc. Et ici, avec le rouge, je passe de 1 phonon à 0 phonon ou de 2 à 1 phonon. Et la fréquence verte, c'est la fréquence nominale de la cavité. Alors, avec les ions, c'était la fréquence de l'atome, là, c'est la fréquence de la cavité. Eh bien, ils font une alternance ils vont chauffer, ils vont créer un phonon ou ils vont absorber un phonon. Et donc, ils vont mesurer, en fait, la probabilité d'avoir un phonon dans leur système. Et donc, vous voyez, en fait, ils mesurent la population de phonons qu'ils sont capables de créer quand ils excitent du côté bleu. Donc, ils sont ici, à droite de la résonance, ils créent un phonon. Et à partir du rouge, ils vont tester la présence d'un phonon qui existe pour gagner, pour être capable de créer un photon d'énergie plus grande et en prenant de l'énergie au résonateur mécanique. Et ce que vous voyez, c'est qu'ils n'ont pratiquement aucun signal avec le laser rouge qui montre qu'en fait, ils n'arrivent pas à emmener de l'énergie à leur laser pour aller à l'énergie de la cavité. Et donc ça montre ici ce très faible signal rouge par rapport au signal bleu, qu'ils partent au départ dans une probabilité d'avoir un phonon de l'ordre de 2%. Donc ils ont un nombre de phonons au départ extrêmement bas. Et ensuite, ils font cette expérience où ils vont d'abord mettre une impulsion bleue qui va créer un phonon. Et ensuite, ils vont laisser le système évoluer et un peu plus tard, ils vont lire la présence de ce phonon. Comme il y a un phonon, je reviens sur le schéma d'avant, excusez-moi. Ici, s'il y a un phonon, leur laser qui a une fréquence trop faible va pouvoir prendre ce phonon pour être transféré à la fréquence qui nous intéresse. Eh bien, en faisant ça, cette expérience, ils vont regarder en fait les corrélations entre j'ai créé un phonon ça c'est la fréquence de ma cavité. Avec le laser ici, ils créent un phonon, ici, un phonon de fréquence oméga m. Et ensuite, ils mettent leur laser rouge. Et ce laser rouge va prendre ce phonon pour récupérer un photon à la fréquence de la cavité. Et donc, en fait, à chaque fois, quand vous créez un phonon ou quand vous le lisez, vous avez un photon émis à la fréquence de la cavité. Et donc, ils vont lire les photons émis à la fréquence de la cavité et ils vont regarder les corrélations. Et donc, ce qu'ils observent, c'est ce qui est montré ici, c'est que à cette réalisation ici, où ils créent un phonon et ensuite ils le lisent directement, ils ont un signal très important, c'est-à-dire qu'on a des doubles clics très importants. Ça doit vous rappeler, j'espère, quand on avait parlé des sources de photons paramétriques, on avait dit je prends un système non linéaire, j'envoie un laser et je vais récupérer 2 photons à fréquences différentes, oméga 1, oméga 2, et on va regarder les détections, ici, les doubles clics entre ces 2 détecteurs. Et on avait montré que comme les photons sortent ensemble, un clic là est très souvent suivi d'un clic là. Et on avait vu ce signal de corrélation qui montrait la présence de paires de photons-photons créés. Ici, vous avez la démonstration de paires de photons
phonons créés, un photon et un phonon à la fois. Et pour terminer, je fais une petite allusion à un protocole où ces chercheurs, 2 ans plus tard, ont utilisé un protocole que nous allons voir la semaine prochaine dans les interfaces quantiques, où ils prennent 2 résonateurs mécaniques. Chacun des résonateurs, ils excitent les 2 résonateurs, et chaque résonateur va être intriqué avec un phonon. Et ensuite, on va pouvoir lire ce phonon et en mesurant des photons, et en mesurant les 2 photons-là, on va intriquer les 2 modes mécaniques de ces résonateurs. Et là, vous voyez qu'on rentre dans un régime où le phonon va pouvoir porter l'information et pouvoir intriquer 2 systèmes quantiques, ici massifs, dans des modes mécaniques. Et donc, c'est sur cette petite notion-là que je voudrais terminer cette leçon. Le mode mécanique est un système qui n'est pas encore aussi mûr que le mode photonique pour faire des technologies quantiques, mais on s'approche d'un régime où on est capable de contrôler des quantums d'oscillation. Il y a quelque chose de très intéressant dans ces systèmes que je vais revenir montrer ici. Pardon. C'est où? Non, c'est pas là. Ah, excusez-moi. Où est-ce que c'est? J'avais mis les échelles de fréquence. Ici. Il y a quelque chose de très intéressant ici, c'est que vous voyez l'échelle de fréquence du résonateur mécanique n'a rien à voir à la fréquence interne de votre système. C'est quelque chose qui couple 2 systèmes indépendamment de la fréquence du système. Et donc, on a une difficulté dans les réseaux quantiques que nous allons aborder la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va discuter de la possibilité de mettre en réseau des ordinateurs à base d'ions avec des ordinateurs à base de supraconducteurs ou de photons, à travers de photons qui vont se propager dans des fibres optiques. Tout ça fonctionne à des fréquences différentes. Ici, vous avez un système, alors évidemment qui ne se propage pas sur des distances comme des photons, mais qui permet de coupler des systèmes entre eux via leur interaction avec la vibration, sans se soucier de la fréquence propre du système quantique. Simplement, une vibration mécanique va se coupler aussi bien à un qubit optique qu'à un qubit supra. Et nous verrons même des exemples la semaine prochaine où, grâce au passage par le mode mécanique, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une transduction d'un type de qubit vers un autre, sans avoir à se soucier du fait que tout le monde fonctionne à la même fréquence, ce qui est un vrai casse-tête dans les réseaux quantiques. Voilà, je suis arrivée au bout de ce que je voulais vous présenter, et je vous encourage bien sûr à suivre le séminaire qui suit, où le professeur Eispelmayer va vous montrer ce chemin vers le contrôle des objets mécaniques qu'il a amené petit à petit vers essayer d'obtenir des tests de la relation entre la gravité et la physique quantique. Je vous remercie de votre attention.